Elle se tenait silencieusement dans le couloir, fixant les valises, l'ordinateur portable et sa mallette. Ils étaient là, inaperçus par elle lorsqu'elle était entrée pour la première fois. Elle se retourna vers le bureau et regarda l'homme assis dans l'ombre. « Tu es fou. Tu me quittes, moi et nos 2 fils, à cause d'une seule erreur avec Coral. » « J'ai fait une stupide erreur d'ivrogne il y a quelques heures, dit-elle, la voix montant en frustration. Je n'ai pas eu d'aventure, je ne t'ai pas trahi. Tu as perdu la tête. » Quand il ne répondit pas, elle s'approcha, mais il leva de nouveau la main, lui faisant signe de s'arrêter. Elle se figea, incertaine de ce qu'elle devait penser de l'homme devant elle. Elle se demanda s'il avait eu une sorte de crise nerveuse. Cet homme assis dans l'ombre n'était pas son mari, pas l'homme avec qui elle avait vécu pendant 8 ans. Personne ne pouvait changer si radicalement en quelques heures. Il ne s'était jamais comporté ainsi auparavant. Le pire était qu'il n'y avait aucune explication. Rien ne s'était passé à la fête pour justifier une telle réaction. Elle recula, mais ne s'assit pas. « Peux-tu au moins me dire pourquoi? Peux-tu faire ça pour moi? » J'ai eu un moment d'épiphanie, dit-il finalement. Elle entendit les mots mais ne put en comprendre le sens. Un moment d'épiphanie? De quoi parles-tu? Pourquoi fais-tu ça? Elle savait qu'il se croyait plus intelligent qu'elle, plus intelligent que n'importe qui dans sa famille ou son cercle d'amis. Mais pourquoi ressentait-il le besoin de le lui rappeler maintenant, de le leur frotter au nez? Mais ça en mots que je puisse comprendre, exigea-t-elle. La silhouette dans l'ombre se déplaça légèrement, baissant la tête jusqu'à ce qu'elle repose sur ses poings fermés. Je suis vraiment désolé, Diana, dit-il doucement, mais c'est la vérité. Je ne veux pas faire ça. C'est juste ce que les professeurs de littérature anglaise pensent et disent, lança-t-elle. Il secoua la tête. Ce n'est pas si compliqué. Nous tous, chacun d'entre nous, traversons la vie sans vraiment voir de quoi il s'agit. Nous sommes aveuglés par les petits détails de notre existence quotidienne, se réveiller, se brosser les dents, aller travailler, payer les factures, regarder la télévision, s'occuper des enfants, attraper des rhumes, se demander si nous prenons du poids ou si nos conjoints regardent quelqu'un d'autre. Nous ne prenons jamais de recul pour voir la vue d'ensemble de nos vies, sauf à de rares moments. Il fit une pause et elle attendit, espérant qu'il continuerait. J'ai eu un de ces rares moments d'épiphanie ce soir, dit-il encore. Tu continues à dire ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que as-tu vu? Demanda-t-elle. Même si son visage restait masqué, elle sentait son regard perçant comme s'il lui brûlait la peau. J'ai vu notre vie, Diana, dit-il. J'ai vu qui nous sommes, qui nous étions et qui nous sommes devenus. Cela avait très peu à voir avec ce qui s'est passé à la fête. Tu as raison, partir à cause d'une dispute, d'une erreur, d'un incident serait insensé, mais ce n'est pas pour ça que je pars. Alors pourquoi? Je pars parce que j'ai réalisé quelque chose, notre mariage était une erreur. Je t'aime, mais tu ne m'aimes pas. Je ne pourrai jamais te satisfaire, ni émotionnellement, ni intimement. Tu es une bonne femme et tu ne me quitteras jamais parce que tu tiens toujours tes promesses, mais nous sommes trop jeunes pour passer les 40 ou 50 prochaines années piégés dans quelque chose qu'aucun de nous ne veut vraiment. C'est pourquoi je pars. Et, quand nous aurons fini cette conversation, je m'en irai. 3 heures plus tôt, il était rentré à l'aller à 21h30. Son téléphone portable était resté silencieux depuis qu'il avait quitté le Riverest Trailer Park, au sud de Palatka, à 20h. C'est là qu'il avait déposé Diana et environ 75 de ses amis proches et de sa famille élargie pour leur fête mensuelle, une tradition depuis presque les 8 années de leur mariage. La maison était sombre, à l'exception de la lumière automatique du jardin avec son capteur de mouvement, qui éclairait l'allée. Boitant légèrement, il se dirigea vers la porte. La soirée avait été bruyante et il se sentait bien plus vieux que ses 34 ans, plus proche de 74. Portant un pack de Similar Light, il se glissa dans la maison. Il alluma la lumière de la cuisine et s'assit à la table où ils prenaient habituellement leur repas. Ce n'était pas le petit coin repas où ils étaient censés manger, mais la plus grande table qu'il préférait. Il dévissa le bouchon d'une bouteille, prit une longue gorgée de la bière froide et rafraîchissante et la laissa glisser dans sa gorge. Puis il en but une autre. Pendant tout ce temps, il attendit que son téléphone portable sonne, qu'un message arrive, mais rien. Il fixa les photos sur la porte du réfrigérateur, retenues par des aimants. Il y avait un dessin que Billy, leur fils de 5 ans, avait fait. À l'école avec un crayon. À côté se trouvait une photo de David, leur fils de 7 ans, attrapant sa première passe lors d'un match de football Pop Warner.
Sa gorge se serra en regardant la photo. Il réprima l'envie de pleurer. Le jeune corps de David était figé en pleine action, capturé au moment de son premier triomphe athlétique. Sa mère, avec ses cheveux foncés et sa silhouette svelte, avait transmis ses traits aux deux garçons. Ils avaient hérité de ses cheveux bruns foncés au lieu de mes blonds cendrés, et de ses yeux marron clair au lieu de mes yeux bleus glacés. J'ai eu du mal à réprimer la boule dans ma gorge. Eux et leur mère étaient mon monde entier. Il y a quelques heures à peine, j'étais passé terrifiante près de les perdre tous. La sensation était comme de rester figé sur une voie ferrée en pleine nuit, regardant impuissant un train foncer vers moi. Je pris une autre gorgée de ma bière et posai ma tête contre le bois sombre et veiné de la table. Un instant, je me laissai sentir le poids de tout ce qui pesait sur moi. Je finis la bouteille, puis me forçai à me lever. Tôt ou tard, le téléphone sonnerait. Finalement, la porte d'entrée s'ouvrirait et il faudrait que j'agisse. Je ne pouvais pas simplement rester assis là à attendre. Je montai à la chambre que Diana et moi partagions depuis 5 ans, depuis que nous avions déménagé dans ce quartier plutôt cher de Mandarin. Nous avions choisi la zone en raison des bonnes écoles. J'enseignais un cours d'introduction à la littérature anglaise à l'université de Jacksonville, une petite université privée d'arts libéraux de l'autre côté de la ville. Le trajet était long, des heures chaque jour, mais j'aimais plus la région de Mandarin que les quartiers près de l'université, alors j'avais accepté le train-train quotidien pour ce qui était censé être un avenir meilleur pour notre famille. En ouvrant la porte du placard, je trouvai les 2 valises que Diana et moi avions utilisées lors de notre dernière croisière aux Bahamas il y a 2 ans. Je commençai à ouvrir les tiroirs, rassemblant méthodiquement des vêtements, une semaine de pantalons, de chemises et de vestes. Je me rappelais de prendre un rasoir, une brosse à dents, du dentifrice, quelques médicaments ou tout ce dont j'aurais besoin pour le voyage à venir. Alors que je me penchais au-dessus de la commode, je sentis une vague de nausée monter dans ma gorge. Je la réprimais. Ce voyage ne finirait jamais. Ce n'était pas juste un voyage, c'était une évasion de tout ce que j'avais jamais aimé. Je savais que je ne reviendrais jamais si je me laissais trop longtemps à cette pensée. Je savais que je me figerais, paralysé par l'indécision, alors je me déplaçais méthodiquement, me concentrant uniquement sur la tâche à accomplir. J'emballais tout ce dont j'avais besoin pour recommencer ma vie seule après 8 ans de mariage. Je trouvais mon ordinateur portable et ma mallette, qui contenaient du travail dont j'aurais besoin pour l'université. Une fois tout emballé, je transportais les valises, l'ordinateur portable et la mallette dans le couloir menant à la salle à manger, juste à gauche de la porte d'entrée. Personne ne remarquerait les sacs à moins d'entrer réellement dans la salle à manger. Après avoir rassemblé tout ce à quoi je pouvais penser, je pris un pack de 6 Michelob aux 5 bouteilles maintenant, puisque j'en avais déjà bu une et allai dans le bureau. La porte d'entrée s'ouvrait sur un couloir qui bifurquait à droite et menait au bureau. À l'intérieur, je m'enfonçai dans un fauteuil confortable au fond de la pièce, posant les Michelob sur la table basse en verre devant moi. Derrière le fauteuil se trouvait une lampe de sol que j'éteignis. Une lumière dans le couloir pouvait encore être activée par quiconque entrant dans la maison, mais je voulais que le bureau reste sombre. Debout sur une chaise, je dévissai l'ampoule au centre du bureau jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment lâche pour ne pas s'allumer lorsque l'interrupteur était actionné. Quand tout fut prêt, je me rasseyai dans le fauteuil moelleux, m'enfonçant dans l'obscurité de ce qui était autrefois ma maison. J'ouvris la 2e Michelob et commençai à boire lentement, par petites gorgées. Vers 23 heures, mon téléphone portable sonna pour la première fois. L'écran de l'ancien Nokia à clapet brillait dans le noir et je reconnus immédiatement le numéro de Diana. Je ne répondis pas. 3 minutes plus tard, j'entendis le signal d'un message vocal. Je ne l'ouvris pas. 5 minutes plus tard, le téléphone sonna de nouveau, puis 3 minutes après, puis 5 minutes après, puis 10 minutes plus tard, puis encore 5. Diana appela son père, puis son frère aîné Dave, puis sa sœur cadette Kelly, puis Diana m'appela de nouveau. S'il me restait encore un peu d'humour, j'aurais peut-être trouvé la parade d'appels téléphoniques amusante, mais tout l'humour que j'avais autrefois était mort il y a des heures. Je doutais de trouver quoi que ce soit d'amusant de nouveau avant très longtemps, si jamais. La maison resta silencieuse, à l'exception de la vibration occasionnelle de mon téléphone. Le téléphone sonna de nouveau, le téléphone fixe cette fois, puis le portable, puis de nouveau le fixe. Je venais de finir ma 2e Michelob et commençais ma 3e. Le temps avançait comme un traître, refusant d'accélérer ou de remonter pour que le jour qui avait détruit ma vie puisse s'estomper dans le passé et me donner une seconde chance. Même si je m'accrochais à ce désir humain normal, au fond de moi,
je connaissais la vérité, ce qui s'était passé aujourd'hui n'était pas confiné à un seul moment ni même à un seul jour. Pour réparer les dégâts, j'aurais dû remonter le temps d'au moins 8 ans, et cela, bien sûr, était impossible. C'était une fraîche soirée de novembre, pas trop froide, mais suffisamment pour sentir la vivacité dans l'air. Le site de camping-car et les cabanes près du lac Kao, au sud de Palatka, étaient généralement vides à cette période de l'année. Cela en faisait un endroit idéal pour Richard Carter, son clan élargi et leurs amis pour organiser leur fête mensuelle. C'était un endroit tranquille où personne ne se plaignait du bruit, personne n'appelait la police et tout le monde pouvait se détendre. Richard Carter et sa femme Ricky avaient élevé une couvée de 9 enfants, dont 8 étaient encore en vie. Chaque fois que les Carter réunissaient leurs enfants, leur famille élargie et leurs amis, la foule dépassait les 100 adultes. Richard et Ricky avaient bâti leur fortune avec une entreprise de pavage de routes et d'asphalte, devenant millionnaires à la fin des années 1960. Ils aimaient organiser ces soirées mensuelles du samedi. Il y avait toujours du rock sudiste assourdissant diffusé par les haut-parleurs, du poulet frit, des travers de porc, des huîtres, de la bière et des spiritueux pour tous les goûts. Diana et moi y allions pas tous les mois, mais nous essayions d'y aller aussi souvent que possible. Richard et Ricky s'étaient donné beaucoup de mal pour accueillir un étranger du Nord comme moi dans leur famille. Après tout, je venais de la drôle de terre du Massachusetts. Pourtant, je savais qu'ils avaient parfois du mal à me comprendre, ma façon de parler, de penser, ou même de gagner ma vie. Je ne vendais pas de voitures, ne les réparais pas, ne construisais pas de maisons, n'hypothéquais pas de places de parking ou ne gagnais pas d'argent de leur manière pratique. Je me tenais devant des jeunes gens blasés, leur faisant des conférences sur la poésie, les romans, les essais et d'autres bêtises. La plupart du clan Carter avait peu de compréhension ou d'intérêt pour ce que je faisais. L'alcool commençait généralement vers midi lors de ces rassemblements. Les cabanes, ainsi que quelques camping-cars, étaient disponibles pour ceux qui avaient besoin de cuver leur indulgence. Diana et moi avions envoyé nos garçons chez les Fletcher, une famille à qui nous faisions confiance. Les Fletcher savaient que nous pourrions rentrer tard, peut-être même le lendemain matin, après tout, nous gardions leurs enfants quand ils avaient besoin de nous. À la fête, il y avait un vieux pavillon de danse en béton qui n'était utilisé que lorsque les Carter organisaient leurs réunions mensuelles. Un système de sonorisation était installé pour la musique. En milieu d'après-midi, nous avions mangé et bu un peu tandis que les gens continuaient d'arriver et de se servir des boissons. Vers 17 heures, alors que l'obscurité commençait à s'installer, la musique devint plus forte et l'alcool plus intense. Diana déambulait, discutant avec les gens. Je traînais près d'une des tables encore garnies de nourriture, mangeant distraitement quelques raisins dans le crépuscule. Elle scintillait comme un fantôme. Elle portait une robe blanche fluide qui épousait ses hanches, soulignant ses courbes, ses fesses généreuses et ses seins 36 et qui semblaient encore plus proéminents sous le tissu. Ses longs cheveux foncés cascadaient sur son dos, et un instant, je crus n'avoir jamais vu personne de plus belle. Lors de ces fêtes, je me retrouvais souvent à la regarder de loin, hypnotisé. Danser et boire n'était pas mon truc, mais je pouvais passer des heures à m'émerveiller devant elle. Cela m'étonnait qu'un étranger comme moi ait pu la voler aux innombrables hommes qui l'avaient poursuivie avant que nous nous rencontrions, des hommes qui, sans doute, souhaitaient encore la voir. Comme d'habitude, la combinaison de l'alcool, de la danse, des femmes séduisantes et des hommes lubriques créait des moments de tension. À un moment donné, un des ex-petits amis de Kelly l'invita à danser. L'homme, clairement ivre, la tenait trop près et la tripota devant tout le monde. Son mari, Billy, se précipita et assomma le gars d'un coup de poing droit retentissant. Les esprits plus calmes finirent par prévaloir. En quelques minutes, les deux hommes se serraient la main. L'ex-petit ami reçut un baiser sur la joue de Kelly et Billy s'éloignèrent, cherchant probablement un endroit tranquille pour faire ce qu'ils faisaient toujours à ces fêtes. Le pavillon commença à se remplir de monde tandis que la musique continuait de jouer. Même Richard et Ricky se balançaient au rythme d'un morceau de rock sudiste. Mais alors, je remarquai quelque chose qui me fit tomber l'estomac. J'avais perdu la trace de Diana et quand je la repérai enfin, mon cœur se serra. Elle dansait un slow avec un homme grand aux cheveux foncés, vêtu d'une chemise en coton et d'un jean. Elle fondait dans ses bras et je pouvais voir ses grandes mains glisser de haut en bas sur son dos, presque jusqu'à la courbe de ses hanches. Elle retira ses mains lorsqu'elle descendait trop bas, mais elle resta près de lui. L'homme était Bobby Trescott, un des gars qui l'avait poursuivi avant que j'entre en scène. Lorsque j'ai rencontré Diana pour la première fois, elle travaillait dans une compagnie d'assurance et j'étais allé transférer mon assurance auto à son bureau.
pour des raisons que je ne comprenais toujours pas entièrement, elle m'a aimé, moi, un étranger avec un accent bizarre, et 6 mois plus tard, nous étions mariés. Bobby n'avait pas bien pris la chose. Il l'appelait encore occasionnellement et lui rendait même visite de temps en temps. Diana insistait sur le fait qu'il n'était qu'un ami, pas un ex-petit ami, et elle refusait de le couper. Lors de ces fêtes, Bobby dansait toujours trop près d'elle, la touchait de manière inappropriée et faisait des remarques méprisantes sur moi pour amuser la foule. Je les regardais maintenant, la jalousie bouillonnant en moi. Je commençais à me frayer un chemin à travers le crépuscule vers eux. Diana se balançait au rythme de la musique, son corps près du sien, ivre, pas assez pour être complètement hors de contrôle, mais assez pour se détendre. Diana semblait fondre dans les bras de Bobby. Je m'approchai suffisamment d'eux et dis assez fort pour qu'ils m'entendent tous les deux. « Eh, Bobby, ça te dérange si je te pique ta danse ?» Diana se tourna pour me regarder, son expression calme, sans une trace de culpabilité. Elle sourit paresseusement. « Eh, bébé, je dansais juste un peu avec le vieux Bobby. Je lui avais promis celle-ci. C'est la danse de notre bal de promo. Ça ne te dérange pas si je finis avec lui, n'est-ce pas ?» Bobby me sourit avec son sourire narquois, et je vis sa main gauche glisser sous son chemisier pour empaumer son sein. L'obscurité rendait la chose difficile à voir pour les autres, mais j'étais assez prêt pour saisir chaque mouvement dégoûtant. Diana lui lança un regard étrange, puis se tourna vers moi. J'essayais de lire son expression. Était-elle en colère contre lui pour ce qu'il faisait ou contre moi pour ne pas être intervenu plus tôt? Ma voix resta aussi calme que je pus le gérer. « Bobby, enlève ta main du sein de ma femme. » Son sourire s'élargit. « Ou quoi, Lyle? Jésus-Christ, le nom de ce gars est Lyle. Ça sonne comme un nom de petite fille pour quelqu'un d'autre? Et, Lyle, c'est tellement marrant. » J'hésitais. Je n'avais pas été dans une bagarre depuis plus de 20 ans et je n'étais pas pressé de commencer maintenant. Mais je tins bon. « Je me fiche de ce que tu penses de mon nom, enlève tes mains de ma femme. » Diana leva la main et repoussa celle de Bobby, mais son ton me choqua. « D'accord, Bobby, calme-toi. Pourquoi agis-tu toujours comme un clown autour de Lyle? C'est mon mari. Il n'est pas aussi grossier que toi. Tu essaies toujours de le provoquer en bagarre juste parce que tu sais que tu gagnerais. Ce n'est pas juste. » Elle se tourna vers moi, sa voix plus perçante que je ne m'y attendais. « Et Lyle, je ne suis pas une petite fille. Bobby est un peu ivre, mais je peux le gérer. Je le connais presque toute ma vie, tu n'as pas. Faire une scène en essayant de me sauver, bon sang, c'est probablement moi qui vais devoir te sauver. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Un instant, je n'ai pas pu croire ce que je venais d'entendre. Autour de nous, j'entendais des ricanements et des rires étouffés. Des couples à proximité avaient entendu chaque mot. « Qu'est-ce que tu viens de dire, bordel ?» demandai-je, la voix basse, tremblante de colère. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement et je compris qu'elle n'avait pas réfléchi à l'impact de ces mots. « Oh Lyle, je suis désolé, bébé, ce n'est pas ce que je voulais dire. » Avant qu'elle ne puisse finir, Bobby intervint, la repoussant. « Ce qu'elle voulait dire, ricana-t-il, c'est que si tu te mets en travers de mon chemin, je vais te foutre en l'air et t'éclater la gueule, sale crétin. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas encore fait, c'est parce qu'elle me supplie de ne pas te faire de mal. » Il se pencha, sa voix dégoulinant de moquerie. Quel genre d'homme se cache derrière les jupes de sa femme? Bon sang, je ne suis même pas sûr que tu sois assez homme pour la mettre enceinte, tu n'as probablement même PA. Est-ce l'équipement pour ça? Pourquoi ne demandes-tu pas à Diana un de ces jours? Elle trouvait mon équipement sacrément bon. Je parie qu'un crayon la remplirait plus que toi. Les rires moqueurs me piquaient et je sentais le poids des gens qui se rassemblaient autour de nous. Quelqu'un avait renversé un verre sur le béton, et alors que j'essayais de m'écarter du chemin de Bobby, mon pied glissa. Je tombai lourdement sur le dos, l'impact me coupant le souffle. Alors que je luttais pour me relever, Dave, le frère de Diana, et un de ses amis attrapèrent Bobby par les bras. Bobby ne résista pas, réalisant probablement qu'il avait déjà fait assez de dégâts et n'attirait que plus d'attention en se défendant. Mais il n'en avait pas fini de se moquer de moi. « Demande à Lyle, » cria-t-il en riant, « elle te dira la vérité. » À cet instant, Richard Carter, le père de Diana, entra dans le cercle des spectateurs. Sa voix était calme mais ferme. « Bon, Bobby, ça suffit. Nous te laissons venir à ces fêtes parce que tu es un vieil ami,
mais tu as dépassé les bornes. Sors d'ici. Je levai les yeux du sol et vis le sourire suffisant de Bobby. Autour de lui, des visages tentaient de réprimer des sourires, ou ne prenaient même pas la peine de les cacher. Puis je regardai Diana. Son expression était sérieuse, mais il y avait autre chose. Elle luttait pour se contenir. Elle trouvait ça drôle. Elle trouvait ça drôle. Quand je rencontrai son regard, elle se détourna. « Papa, » dit Diana, s'adressant à son père, « Bobby est juste ivre, il ne voulait pas dire ça. Tu sais comment lui et Lyle se disputent, ça ne veut rien dire. Je lui avais promis cette danse de toute façon. » Même Richard la regarda avec incrédulité. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux, Diana, après ce que Bobby a dit de ton mari ?» Diana se tourna de nouveau vers moi, son visage indéchiffrable. « Lyle est son propre homme, papa. S'il est contrarié par ce que Bobby fait, il sait quoi faire. N'est-ce pas, bébé ?» Ces mots m'ont frappé plus fort que les insultes de Bobby. Lentement, je me relevai du sol et me mis debout. Je ne lui répondis pas. Je ne dis rien à Bobby, ni à Richard, ni à personne d'autre. Je me retournai et partis. Derrière moi, Bobby rit de nouveau. D'autres rires suivirent, et j'aurais tellement voulu croire que Diana n'était pas parmi eux, mais je ne me suis pas retourné pour le savoir. Alors que je quittais la piste de danse, Richard me rattrapa. Il posa une main sur mon épaule et parla doucement. « Je sais que tu es en colère en ce moment, mais écoute-moi. Je sais que Diana t'aime, que tu le crois ou non, elle t'aime. Mais les femmes, parfois, elles veulent connaître leur homme. D'où tu viens, ils ne font peut-être pas ça, dit Richard, sa voix basse et posée, mais ici, une femme ne respectera pas un homme qui recule devant un autre homme qui essaie de se rapprocher d'elle. Fais ce que tu penses être juste, mais même si Bobby te tabasse, au moins, te battre contre lui montrerait à Diana que tu te soucies assez d'elle pour te battre pour elle. » Je continuai de marcher. « Tu as raison, Richard. D'où je viens, les femmes ne font pas ça. Une femme bien n'encourage pas un chien renifleur à se mettre dans une situation où son mari doit se battre pour elle. Pas si elle aime son mari, pas s'ils ont un vrai mariage. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Il me saisit la main, et bien que j'eusse toutes les raisons de me retirer, j'avais trop de respect pour lui pour le faire. « Peut-être as-tu raison, » dit-il après une pause. « Peut-être qu'elle a perdu un peu de respect pour toi. Je ne suis que son papa, je ne peux pas intervenir là-dedans. Mais je peux te dire ceci, elle t'aime. Ne fais rien de stupide maintenant. Va juste quelque part, prends un verre et détends-toi. Tout va s'arranger. Peut-être. » Je ne répondis pas. Je continuai juste de marcher. L'allée s'éclaira à minuit 45 lorsqu'une voiture s'y engagea. J'avais bu demi-schlob et demi et je me sentais plutôt bien, ou du moins aussi bien que possible dans les circonstances. J'entendis des portières de voiture s'ouvrir et des voix. J'ouvris la fenêtre à côté de ma chaise. L'air était frais mais je m'en moquais. La voiture étant garée sur l'allée en pente, même leur chuchotement me parvenait clairement, comme s'ils se tenaient juste à côté de moi. « Il est là », fit la voix de Dave, le frère aîné de Diana. « Dieu merci », murmura quelqu'un. « Quel fils de... » « Calme-toi, » interrompit Dave. « Tu es sobre maintenant, après la façon dont tu t'es comporté tout à l'heure. Sois juste contente qu'il soit là et ne passe pas la nuit avec une femme au hasard comme le feraient la plupart des gars. »« Tais-toi », claqua Diana. « C'est mon mari, un grand bébé qui va sucer son pouce quand ses sentiments sont blessés et quitte sa femme. » « Quel genre de mari fait ça ? » ?»« Le genre dont la femme laisse son ex-petite amie la tripoter devant lui, » répliqua Dave froidement. « Si tu n'étais pas ma S. Et si tu n'avais pas de garçon, je lui dirais de te quitter et d'aller trouver quelqu'un qui ne l'humiliera pas en public. » Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Diana avait toujours été une bonne petite fille du Sud, pieuse. L'entendre parler comme ça, dire « putain » et « merde », c'était comme une gifle. Même au lit, elle était d'habitude si réservée. Cela avait vraiment été une nuit d'enfer. La porte d'entrée s'ouvrit et ils entrèrent. Un instant plus tard, une lumière s'alluma dans le couloir, éclairant une partie du bureau, mais me laissant dans l'ombre. Dave entra le premier dans le bureau, Diana juste derrière. Il scruta la pièce et me repéra, assis dans l'obscurité, dans le fauteuil. Un instant, il se contenta de me fixer. « Salut Lyle », dit-il finalement. « Bonjour Dave. » Un silence interminable suivit.
Je n'allais pas être le premier à lui parler. Lyle, dit finalement Diana. Diana, répondis-je du même ton égal et impassible. Tu vas bien, demanda Dave. Je vais bien, merci de demander, dis-je, mais ma voix portait une pointe d'agressivité. Espèce d'idiot, s'écria Diana, sa frustration débordant comme si un barrage avait cédé. Je t'aime aussi. Son corps se tendit et si Dave n'avait pas attrapé sa main, je pense qu'elle m'aurait sauté dessus. Ses cheveux étaient en bataille, son visage était rouge, son rouge à lèvres avait disparu depuis longtemps. Sa robe blanche était froissée et sale, avec de petites taches de sang près de l'ourlet. Quoi qu'il se soit passé à la fête après mon départ, cela avait clairement été chaotique. L'homme futé, toujours une blague intelligente, cracha-t-elle. Tu trouves ça drôle de me laisser seul, sans dire à personne où tu vas, juste de disparaître? Quel genre de personne fait ça? Je ne sais pas, dis-je sèchement. Probablement un lâche à la tête dure, trop effrayé pour combattre un homme qui tripote la poitrine de sa femme, avec sa permission, juste devant tous leurs amis et leur famille. Elle rougit et Dave lui lança un regard de côté. Tu nous as inquiétés, mec, dit Dave. Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone? Je ne voulais parler à personne. Dave se frotta le menton, regardant de Diana à moi. Je suppose que je vais vous laisser tous les deux parler. Ce fut une longue nuit, une nuit d'enfer. Je suis trop vieux pour ça. Il se tourna vers moi. Tu es sûr que ça va, Lyle? Je le regardai droit dans les yeux. Je suis juste poli, Dave. Non, ça ne va pas. Je ne sais pas si ça ira un jour à nouveau. Mais ce n'est pas ton problème. Merci d'avoir ramené Diana à la maison. Si ça ne tenait qu'à moi, elle aurait pu rentrer avec Bobby ou camper au terrain de camping. Dave secoua la tête, visiblement partagé. Bon, alors je m'en vais. Je m'occupe de tout. Diana, raccompagne-moi. D'après leur voix à l'extérieur, je pouvais dire qu'ils étaient près du Chevrolet Tahoe de Dave. Bon sang, siffla Diana. Dave, c'est un tel. Un tel quoi, coupa Dave. N'importe quel autre gars aurait frappé Bobby, se serait saoulé ou aurait fait quelque chose d'humain. Lui, il part, reste à la maison et boude. Mais il ne se bat pas. Je botterai le cul de Bobby, continua Dave, sa voix montant, et le cul de Tommy, et de la moitié des gens que nous connaissons s'ils essayaient quelque chose comme ça avec ma femme. Mais Lyle, il n'est pas comme ça. Tu le savais quand tu l'as épousé. Je m'en souviens très bien, dit Dave. Tu m'as dit qu'il n'est pas le genre de gars qui rentre à la maison avec de l'huile sous les ongles, te donne 6 ou 7 enfants, se saoule tous les week-ends et te crache dessus quand tu prends quelques kilos. Tu as dit, mot pour mot, c'est un homme qui réussira. Il prendra soin de moi et de nos enfants, me sera fidèle et nous donnera une belle vie. C'est un homme bien. Tu voulais quelque chose de mieux, Diana, et tu l'as eu. Et maintenant? Tu es nerveuse à faire cette petite danse avec un faible, ce qui me fait me demander si Bobby n'a encore rien obtenu. Il le fera probablement. Dave fit une pause, son ton se durcissant. J'étais fier de toi, Diana, mais maintenant je commence à penser que tu n'es qu'une autre fille disponible en short, qui divorce 4 ou 5 fois, ramène de nouveaux petits amis à la maison toutes les quelques semaines et fait pleurer papa et maman quand ils pensent au gâchis que tu as fait de ta vie. Oh, Dave, grandis. Claqua Diana. Je ne suis pas stupide. Je me suis senti excité, peut-être même un peu allumé, mais je n'avais pas 17 ans. J'ai joué avec Bobby parce que c'était agréable de me sentir à nouveau adolescente pour une nuit. Mon mari aurait dû me prendre et me faire me tenir tranquille, mais j'ai oublié qui j'avais épousé. Elle soupira. Il est en colère en ce moment, mais ça passera. Ce n'était qu'une nuit, une dispute. Je vais sortir, lui donner un peu d'amour, et tout va s'arranger. Les gens n'auront pas à cause d'une seule. Stupide erreur. Le ton de Dave devint plus sec. Bon sang, ma sœur, tu crois que parce que je construis des maisons, je ne sais rien de ton cher mari? J'ai des clients et des partenaires dont les enfants vont à la fac, ils parlent. Là il est jeune, il a ses cheveux, il est intelligent et beaucoup de ses étudiantes le trouvent mignon. Il y a eu un temps où il aurait pu en avoir n'importe laquelle, et quant au professeur, disons juste qu'une l'a poursuivi si ouvertement que le doyen a dû intervenir et lui dire de se calmer ou d'en subir les conséquences. Alors vas-y, donne-lui de l'amour, mais ne pense pas une seconde que si tu le perds, il restera là à pleurer dans sa bière. Il ne le fera pas. Pas longtemps.
Diana rentra dans la maison et se tint à l'entrée du bureau. Elle y resta longtemps, silencieuse, comme si elle essayait de décider quoi dire. Finalement, elle traversa la pièce vers moi. Je levai la main. Stop. Prends une chaise et assieds-toi là-bas, près de la télé. Elle se figea, surprise. C'était écrit sur son visage. Elle s'attendait à venir, à s'agenouiller à mes pieds, à me serrer dans ses bras et à m'embrasser. Cela nous aurait conduit à la chambre et tout aurait été magiquement réglé, mais ça n'allait pas se passer comme ça. Elle prit une profonde inspiration, se calmant. Je sais, Lyle. Je sais que je me suis comporté comme une ordure aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de me faire la morale, tout le monde l'a déjà fait. Jésus-Christ, tout le monde agit comme s'ils étaient de ta famille et que je suis une étrangère. Elle soupira de nouveau, frustrée. Mais j'étais ivre, tu sais. Et Bobby était ivre aussi. Tu sais, Bobby et moi avons un passé. Nous nous connaissons depuis très longtemps, nous nous sommes rencontrés à l'école primaire, tu peux y croire? Et tu devrais savoir ceci, il m'aime toujours. Il ne s'est jamais fait à l'idée que je t'ai choisi comme mari. Je sais que ce n'est pas bien, mais parfois, je le plains. Vas-tu apaiser sa douleur en couchant avec lui? Demandai-je, ma voix glaciale. La colère jaillit dans ses yeux. Il souffre. Un peu de flirt le fait se sentir mieux. Rien d'autre n'était censé se passer jusqu'à ce que tu entres comme un voyou et que tu gâches tout. Il n'y avait pas besoin de ça. C'est mon ami, tu es mon mari, la personne que j'aime. Un instant plus tard, elle était assise sur une chaise droite, l'endroit le plus inconfortable de la pièce. C'était exactement ce que je voulais. Je ne veux pas changer de sujet, Diana, dis-je, mais je suis curieux de quelque chose. J'ai quitté le camping vers 20h. Mon téléphone n'a commencé à sonner qu'à 23h. Je sais que le camping est un grand endroit et qu'il y avait beaucoup d'animations, mais après ce petit incident, il t'a fallu 3 heures pour remarquer que j'étais parti. Tu devais te sentir vraiment coupable de ce qui s'était passé pour même réaliser que j'étais absent. Si nous n'avions pas eu ce petit incident, tu ne l'aurais probablement pas remarqué avant le lendemain matin. Cela me dit à quel point je suis important dans ta vie. La colère traversa son visage et elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais s'arrêta comme si elle se souvenait soudain de quelque chose. « Oh mon Dieu, Lyle, dit-elle doucement. Tu ne sais pas? Tu sais, c'est l'enfer qui s'est déchaîné après ton départ. Je t'ai vraiment oublié, tout le monde l'a fait pendant un moment. Mais ça ne veut pas dire que je ne me soucie pas de toi. C'est juste, c'est simple. Bon, ça suffit, dis-je sèchement. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Diana baissa les yeux comme si elle cherchait ses mots. Après ça, Bobby et moi avons dansé un peu. Je sais que je n'aurais pas dû le faire, mais j'étais tellement en colère contre toi. Mon Dieu, ça a l'air d'une gamine de 13 ans, mais ça m'a blessé que tu n'aies même pas frappé Bobby. S'il t'avait frappé, j'aurais été là, à t'aimer et à te réconforter. C'est ce que je voulais. Tu es mon mari. Mais tu étais parti. Alors oui, j'étais en colère. J'ai dansé avec lui. Et tu connais Bobby, il était ivre. Alors après quelques minutes, il est allé aux toilettes. Diana continua. Connaissant Bobby, j'ai pensé qu'il irait soit au lac, soit derrière l'une des cabanes. J'ai parlé à quelques personnes et je n'ai plus pensé à Bobby pendant un moment. Mais après environ une demi-heure, j'ai commencé à me demander où il était allé. Je n'étais pas inquiète pour toi parce que, eh bien, tu pars généralement et nous ne nous retrouvons que tard le soir. Elle hésita avant de continuer. Puis j'ai entendu un cri et tout le monde a commencé à courir vers le lac. Une foule s'est formée autour de quelqu'un allongé par terre. J'ai essayé de m'approcher et c'est là que j'ai réalisé que c'était Bobby. Elle secoua la tête. C'était terrible. Son visage était couvert de sang, un œil était gonflé et fermé, et j'ai entendu dire que son bras et plusieurs doigts étaient cassés. Ave et quelques autres personnes lui parlaient et j'ai entendu quelqu'un dire qu'il fallait appeler le shérif. Apparemment, 3 motards sont arrivés et ont défoncé le visage de Bobby. Ils criaient quelque chose à propos de notre groupe qui gâchait leur fête. Quand Bobby a discuté avec eux, tous les 3 l'ont attaqué. Il a dit qu'il avait donné quelques bons coups, s'était assuré qu'il boiterait un moment, mais ils étaient juste trop nombreux. Elle soupira, sa voix devenant plus faible. Puis tout est devenu chaotique. Quelqu'un a appelé les ambulanciers pour Bobby,
et le bureau du shérif a envoyé 3 voitures de patrouille pour vérifier le parc à la recherche des motards ou de toute autre personne qui n'avait rien à faire là. Après tout ça, les gens ont commencé à s'enquérir pour s'assurer que tout le monde allait bien. J'ai écouté attentivement, prenant note de ce qu'elle disait. Et la question évidente me vint à l'esprit. Et pourtant, dis-je lentement, il t'a fallu 3 heures. 3 heures après que tu aies réalisé qu'il y avait de mauvais motards qui rôdaient dans le parc, pour demander où était passé ton cher mari. Je dois vraiment être très haut sur ta liste de personnes importantes. Elle se mordit la lèvre et évita mon regard. Puis quelque chose me frappa. Tu n'étais pas dans le parc, n'est-ce pas, demandai-je, ma voix plus acérée maintenant. Tu voulais accompagner Bobby à l'hôpital, n'est-ce pas? Tu devais lui tenir la main, n'est-ce pas? Finalement, elle me regarda. Lyle, il avait été salement amoché, il souffrait tellement et il m'a demandé de l'accompagner. Je n'ai pas pu dire non. Bien sûr que non, dis-je amèrement. Cela semble être une habitude chez toi, tu ne peux juste pas dire non à Bobby. Ne fais pas ça, Lyle, claqua-t-elle, la colère jaillissant dans ses yeux. C'était un acte humain, une chose digne à faire. Si tu n'étais pas si en colère contre moi, tu le verrais. Oh, je le vois, répliquai-je. C'est un vieil ami. Un vieil ami avec qui tu as passé une nuit avant que j'arrive. Tu devais être là pour lui dans son moment de besoin. Tu devais lui tenir la main, n'est-ce pas? Sa colère s'embrasa encore plus, mais elle ne le nia pas. Lyle, arrête ça. Tu as couché avec lui à l'époque, n'est-ce pas, demandai-je. Elle baissa les yeux, puis hocha lentement la tête. Oui. Lyle, tu savais que tout était sérieux entre nous à l'époque. Je n'étais pas une petite fille. Nous faisions l'amour souvent, ça me faisait du bien. Elle me regarda droit dans les yeux, maintenant défiante. Et avant que tu ne demandes, oui, il était bon, excellent même. Est-ce que ça fait de moi une fille facile? Et toi? Je sais que tu n'étais pas vierge quand nous nous sommes mariés. Devrais-je être jalouse de toutes les femmes avec qui tu étais avant moi? Je la fixai, ma voix. Le froid qu'il faisait alors, c'est ce qui est maintenant. Eh bien, maintenant, dit-elle sèchement. Il m'a demandé de l'accompagner et j'y suis allé. J'ai tenu sa main, celle qu'il n'avait pas cassée. Il y avait un ambulancier avec nous tout le temps et des gens tout autour de nous dans la tente d'urgence pendant qu'il le soignait. Rien ne s'est passé, et même si nous avions été seuls, il ne lui serait pas venu à l'esprit de me contacter d'une quelconque manière. Tu n'as rien à être jaloux. Ai-je dit que j'étais jaloux, demandai-je, ma voix froide comme la glace. Tu n'as pas besoin de le dire, répliqua-t-elle. Je le vois sur ton visage chaque fois qu'il est près de moi et je suppose que je ne peux pas t'en vouloir. Si tu étais toujours avec une autre femme, une que je savais que tu avais fréquentée auparavant, je ressentirais la même chose. Elle baissa les yeux à nouveau, essayant d'éviter mon regard. Lyle, tu sais que ce n'est pas une question juste. Il se passait tellement de choses. Bobby était blessé, les gens s'appelaient, tout le monde essayait de comprendre ce qui se passait, alors non, non, je n'ai pas pensé à toi. Je suis resté silencieux, ma colère couvant. Quand j'ai demandé finalement, quelqu'un a-t-il commencé à penser à moi? Quand quelqu'un a-t-il enfin commencé à se soucier de mon absence? Elle hésita. Après que le frère de Bobby soit venu le ramener à la maison, je suis revenu au camp avec Kelly, et c'est là que papa m'a demandé si je t'avais vu. Merveilleux, Diana, dis-je, ma voix dégoulinant de sarcasme. Ton père pense suffisamment à moi pour remarquer ma disparition avant ma propre femme. Des larmes montèrent dans ses yeux alors qu'elle me regardait. Continue comme ça, Lyle, murmura-t-elle. J'ai foiré et maintenant tu vas juste continuer à en rajouter, à me faire encore plus mal pour ce que j'ai fait. C'est bien. Je me sens déjà comme une merde. Désolé, ma mauvaise conscience me tourmente probablement, n'est-ce pas? C'est difficile pour moi de dire, dis-je calmement, parce que je ne t'ai pas trompé. Elle bat. Hissa de nouveau les yeux vers le sol et le silence s'installa entre nous pendant 1 minute. Eh bien, dis-je finalement, brisant la tension, au moins nous avons vidé notre sac, ma chère. Elle leva les yeux vers moi, son expression perplexe. Quoi, demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Je soupirai profondément. Je suis resté parce que je voulais te parler avant de partir. Son visage changea, l'incrédulité y était inscrite. Où vas-tu? Tu n'es plus en colère contre moi, n'est-ce pas? Je la regardai,
sa robe sale et débraillée, les taches de sang abîmant son tissu autrefois blanc immaculé. Elle semblait si fragile, si brisée, et pourtant à ce moment-là, je la trouvais la plus belle chose que j'ai jamais vue. Je savais que je ne la verrais plus jamais de la même manière. J'ai quelque chose à faire, dis-je doucement, quelque chose que j'ai repoussé jusqu'à ce que je puisse te parler. Après cela, je trouverai un endroit où loger, un motel bon marché. Lundi, j'organiserai un logement permanent et rencontrerai un avocat. Quelque part pour que nous passions la nuit. Sa voix monta, la panique s'insinuant. Lyle, es-tu fou? De quoi parles-tu? Nous venons de nous disputer, bien sûr que c'est grave, mais je t'aime. Les gens ne s'enfuient pas à cause d'une seule dispute. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Lyle? Ce matin, nous étions heureux. Qu'est-ce qui a pu se passer en moins de 24 heures pour te faire vouloir me quitter? Je ne répondis pas. Au lieu de cela, je pointai silencieusement du doigt le couloir vers les chambres des enfants. Vas-y, dis-je. Elle hésita, confusion et peur traversant son visage, mais se leva lentement et sortit de la pièce. Je savais ce qu'elle verrait en arrivant au bout du couloir, mes valises, l'ordinateur portable, la mallette que je portais toujours pour le travail. Quelques instants plus tard, elle revint, marchant plus lentement maintenant, secouant la tête, incrédule. Lyle, tu es fou, dit-elle, sa voix tremblante. Tu me quittes, moi et nos 2 fils, à cause d'une seule querelle? J'ai fait une seule stupide erreur quand j'étais ivre il y a quelques heures. Je n'ai couché avec personne, je ne t'ai pas trahi. Tu es juste fou. Quand je ne répondis pas, elle s'avança vers moi. Je levai de nouveau la main, l'arrêtant net. Elle se figea, recula, mais ne s'assit pas. Peux-tu au moins me dire pourquoi, demanda-t-elle, sa voix brisée. Tu ne peux pas faire ça pour moi. Je pris une profonde inspiration. J'ai eu un moment d'épiphanie. Elle fronça les sourcils, confuse. Il était clair qu'elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Un moment d'épiphanie, répéta-t-elle, sa voix teintée de colère. Pourquoi fais-tu ça, Lyle? Je sais que tu penses être plus intelligent que moi, plus intelligent que n'importe qui dans ma famille, plus intelligent que n'importe qui ici, mais pourquoi ne peux-tu pas simplement expliquer ça avec des mots que je peux comprendre? Pourquoi dois-tu nous faire tous sentir comme des idiots? Elle avait raison. J'avais tenu pour acquise ma supériorité intellectuelle sur elle et sa famille pendant des années. Je n'avais pas réalisé avant ce moment à quel point j'avais été un crétin. Je suis vraiment désolé, Diana, dis-je doucement. C'est vrai. Je ne veux pas faire ça. Alors ne le fais pas, dit-elle, sa voix montant de désespoir. C'est juste ce que les professeurs de littérature anglaise pensent et disent, continuai-je. Mais ce n'est pas si difficile à expliquer. Nous traversons tous la vie sans vraiment voir de quoi il s'agit. Nous sommes aveuglés par les petits détails de notre existence, nous réveiller, nous brosser les dents, aller au travail, payer des factures, nous demander ce qu'il y a à la télévision ce soir, nous inquiéter que les enfants attrapent un rhume ou que nous prenions du poids. Nous ne prenons jamais de recul pour avoir une vue d'ensemble de nos vies, sauf dans de rares moments. Je fis une pause, laissant les mots s'installer entre nous, puis j'ajoutai, ce soir, j'ai eu l'un de ces moments. Tu continues de dire ça, dit-elle, la frustration évidente dans son ton. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que as-tu vu? Les mots suivants furent les plus difficiles que j'ai jamais prononcés, car je savais qu'ils tueraient la vie que nous avions construite ensemble, ils tueraient la vie que je partageais avec mes 2 garçons, ceux que j'aimais plus que la vie elle-même. Mais Diana méritait de connaître la vérité. J'ai vu notre vie, Diana, commençai-je, ma voix ferme mais tendue. J'ai vu qui nous sommes, qui nous étions et qui nous sommes devenus. Cela n'avait rien ou très peu à voir avec ce qui s'est passé à la fête ce soir. Tu as raison, partir à cause d'une dispute, d'une erreur, d'un incident, ce serait de la folie. Ce n'est pas pour ça que je pars. Alors pourquoi, murmura-t-elle, les larmes commençant à monter à ses yeux. Je pars parce que j'ai réalisé quelque chose. Notre mariage était une erreur. Je t'aime, mais tu ne m'aimes pas. Je ne te satisferai jamais, probablement jamais, intimement de la manière que tu mérites d'être satisfaite. Au fond de toi, tu es une bonne femme, tu ne me quitterais jamais parce que tu tiens tes promesses. Mais nous sommes trop jeunes pour passer les 40 ou 50 prochaines années piégés dans un mariage qu'aucun de nous ne veut vraiment. C'est pour ça que je pars. Quand j'eus fini, elle secoua la tête, les larmes coulant librement. Je pouvais voir la douleur dans ses yeux, un miroir de la mienne.
Elle pleurait pour la vie qui se terminait, tout comme moi. Le fait qu'elle ne m'aimait pas comme je l'aimais ne signifiait pas qu'il n'y avait pas d'amour entre nous, mais ce n'était pas suffisant. « Comment peux-tu dire de telles choses, Lyle » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Comment peux-tu être si cruel ?» Je rencontrai son regard, mon expression inébranlable. « Regarde-moi, Diana, dis-je. Réponds-moi à 2 questions, et si je me trompe, j'y réfléchirai à nouveau. » Un regard de peur traversa son visage, comme si elle savait déjà ce que j'allais demander. « M'as-tu déjà trompé » demandai-je. « Depuis que nous nous sommes mariés, as-tu été avec un autre homme ?» Elle ne dit rien, mais l'expression de son visage, la honte dans ses yeux, répondirent à la question pour moi. « C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime, dis-je doucement. Tu pourrais mentir ou essayer de dire des demi-vérités, mais tu es une trop bonne femme pour faire cela. Tu ne peux pas mentir, mais tu ne peux pas non plus me dire la vérité parce que tu sais que cela me briserait le cœur. Mais nous connaissons tous les deux la réponse à cette question. Ton silence est éloquent. » Je pris une profonde inspiration et continuai, « Et maintenant, pour la 2e question, es-tu amoureuse de moi, Diana ?» Elle recula légèrement, la douleur traversant son visage. « Je t'aime, Lyle. Comment diable peux-tu me demander ça? Quoi qu'il arrive, tu dois savoir que je t'aime. » Ce n'est pas ce que j'ai demandé, Diana, dis-je, ma voix calme mais ferme. Es-tu amoureuse de moi? Elle parut confuse. Je ne comprends pas. De quoi parles-tu? Tu aimes ton père, ta mère, nos garçons, tes frères et sœurs, expliquai-je. Je sais que tu donnerais ta vie pour n'importe lequel d'entre eux. Mais être amoureux est quelque chose de complètement différent. C'est quand ton souffle se coupe juste en regardant l'homme qui fait battre ton cœur plus vite, l'homme qui te donne envie de lui quand il t'embrasse le cou, quand il te caresse. C'est quand tu rêves de lui quand il n'est pas là, quand il te manque terriblement. C'est ce que je ressens pour toi, Diana. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti ça pour moi quand nous nous sommes mariés, mais je sais que tu ne le ressens pas maintenant. Tu ferais une bonne sœur pour moi, mais pas une épouse. Son visage se durcit et elle se leva brusquement, s'avançant vers moi. Est-ce que tout ça tourne autour de l'intimité, Lyle, demanda-t-elle. C'est de ça qu'il s'agit vraiment, n'est-ce pas? Tu es en colère parce que je ne suis pas une sorte de fille facile au lit avec toi. J'aime être intime avec toi. Ça n'a pas besoin d'être des fusées et des feux d'artifice tout le temps, ça peut être calme et agréable aussi. Je me levai et m'avançai dans la lumière, me rapprochant d'elle. Quand elle vit mon visage, elle eut le souffle coupé et recula, chancelante. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle. « Tu ne m'as jamais appelé Diana, dis-je amèrement. Tu n'as jamais crié mon nom au summum du plaisir, comme tu l'as probablement fait avec quelqu'un d'autre. Tu restes juste là, tu me laisses faire mon truc et tu prétends que tu apprécies. Penses-tu vraiment que je ne peux pas voir à quel point tu es lasse de mon toucher ?» Ses mains tremblèrent tandis qu'elle tendait la main, touchant doucement la chair enflée autour de mon œil gauche presque fermé. Ses doigts suivirent les diverses nuances de jaune, de rouge et de marron qui couvraient mon visage. Mes lèvres étaient enflées et un côté avait une coupure où la peau manquait. Sa voix tremblait, « Oh mon Dieu, ils t'ont trouvé et t'ont aussi battu? Pourquoi n'es-tu pas allé à l'hôpital? Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide ?» J'essayai de sourire, mais l'effort envoya une vive douleur à travers mon visage. Le regard sur le visage de Diana me dit que ma tentative était plus horrifiante que rassurante. « Tu devrais voir l'autre gars, dis-je sèchement. Son expression changea à mesure que la compréhension se faisait jour. Son visage pâlit et je savais qu'elle avait tout compris. Je me tenais au bord du lac, commençai-je, ma voix basse, écoutant la musique, imaginant que je pouvais encore entendre les rires des gens autour de toi et Bobby. Je n'avais pas besoin de revenir pour savoir que tu dansais avec lui. Je n'avais pas besoin de le voir te tenir pour savoir à quoi ça ressemblerait. J'expirai lentement. J'aurais pu revenir et l'affronter. J'ai déjà été battu, quand j'étais un gamin sauvage courant dans le sud de Boston sans père. Je me suis beaucoup battu à l'époque, essayant de prouver que je pouvais rivaliser avec les plus grands. Ma mère a fini par comprendre et nous a déménagé dans une petite ville au sud de Boston, loin des gangs. Mais les coups ne me dérangeaient pas à l'époque. Je n'aurais probablement pas eu peur de celui-ci non plus, parce que je sais que je n'aurais aucune chance dans un combat équitable. Il est plus grand, plus fort, plus coriace que le gars qui passe sa vie debout dans une salle de classe. Je fis une pause, le souvenir pesant dans l'air. Mais ce n'est pas le combat qui m'a arrêté.
C'était le regard dans tes yeux, Diana, la façon dont tu voulais que je fasse quelque chose contre les insultes de Bobby, la façon dont tu l'as laissé te tenir, te toucher, la façon dont ses mains se promenaient sur ton corps comme si elles y appartenaient. Ma voix tomba dans un murmure. Je crois que je l'ai toujours su, mais maintenant je ne peux plus l'ignorer. Je ne peux plus ignorer la vérité. Bobby t'a eu une fois, n'est-ce pas? Tu as partagé quelque chose avec lui que tu ne partageras jamais avec moi, et maintenant je ne peux plus l'oublier. Je m'appuyai contre l'arbre le plus proche, regardant le ciel nocturne nuageux. Comment vis-tu ta vie quand elle est construite sur des mensonges? Comment pardonnes-tu à une femme qui est ton monde entier quand elle a donné son corps et peut-être même son cœur à un autre homme? As-tu ri de moi quand tu étais avec lui? As-tu parlé de mon côté pathétique? M'as-tu traité de petit? Est-ce vraiment ce que tu penses de moi? Elle haleta, sa voix se brisant. Lyle, non, je n'ai jamais dit ça. Je la coupai. Suis-je vraiment si petit ou est-il juste si énorme? Je n'ai jamais pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi à cet égard, du moins personne ne s'est jamais plaint avant. J'entendis quelqu'un trébucher dans les broussailles et heurter les arbres. Les pas étaient hésitants, comme ceux d'une personne ivre. Ils s'arrêtèrent à une douzaine de pieds, près du lac. Sans même me retourner, je savais qui c'était. Je le regardais ouvrir sa braguette et se soulager dans le lac, le son brisant le calme de la nuit. Je n'avais pas l'intention de faire quoi que ce soit. La violence ne résolvait jamais rien, me répétais-je en le regardant, debout là, si négligemment. Je n'avais pas prévu de le frapper, la violence n'était pas ma manière. Mais avant que je ne puisse m'arrêter, je fonçai sur lui, mon poing heurtant son visage avec toute la force que j'avais. L'élan de ma course ajouta à la violence du coup, le faisant tourner et s'effondrer au sol. Il grogna en touchant la terre, un son bas et guttural. Avant qu'il ne puisse se redresser, je le frappai aussi fort que je pus dans l'estomac, soulevant tout son corps du sol. Cette fois, il laissa échapper un fort gémissement de douleur. Je visai un autre coup de pied, espérant le frapper sous la ceinture, mais il se tordit juste assez pour que ma botte frappe sa cuisse à la place. Il attrapa ma jambe et la tira en arrière, me faisant perdre l'équilibre. Je tombai lourdement sur le dos, le souffle coupé. Appuyé sur mes coudes, j'essayais de reprendre mes esprits, fixant la nuit noire. À ce moment-là, il était déjà à quatre pattes, touchant son front avec ses doigts. Je remarquai quelque chose de sombre et brillant, du sang. Mon premier coup de poing avait dû déchirer la peau, probablement à cause du bord de ma bague universitaire avec ses deux petits diamants. Merde, Lyle, grogna Bobby en s'essuyant le front. Je ne pensais pas que tu avais ça en toi, espèce de faible. Bien sûr, tu as dû me prendre par surprise, mais au moins tu as eu le courage d'essayer. Dommage pour toi, maintenant je vais te faire très, très mal. Il se redressa et ricana, le sang coulant sur son visage. Et je dirai à tout le monde, y compris à Diana, comment son mari idiot m'a frappé par surprise. Diable, elle pourrait même penser que c'est toi le méchant ici. J'essayais de me relever quand il se jeta sur moi, son grand corps lourd me faisant tomber. Je frappai le sol violemment et avant que je ne puisse réagir, il me chevauchait, me clouant sous son poids. Se relevant légèrement, il abattit son poing comme un marteau. Je ne l'ai même pas vu venir. La douleur explosa dans ma tête comme si quelqu'un m'avait frappé avec un gong métallique. Mes oreilles bourdonnaient et ma vision s'obscurcit un instant. Puis un autre coup atterrit, cette fois sur mon nez. Le sang jaillit et un instant, je ne pus respirer. J'essayai de le repousser, mais avant que je ne puisse reprendre mes esprits, un autre coup atterrit, me faisant vaciller. Mes yeux piquaient alors que le sang y ruisselait, m'aveuglant. Je crus être devenu aveugle un instant, mais je réalisai que c'était juste la quantité de sang qui obscurcissait M. À vision. Il leva de nouveau son poing, mais d'une manière ou d'une autre, je réussis à décaler légèrement ma tête. Son coup rata, le déséquilibrant. Il tomba sur le côté et je me précipitai pour me relever. Il était à genoux quand je m'abattis de toute ma force, ma botte frappant son visage. Le sang gicla et je sentis le craquement du cartilage alors que son nez se brisait sous mon talon. Il tomba en arrière, gémissant, faisant des bruits gutturaux qui n'étaient pas des mots. J'essayai de le frapper à nouveau, mais cette fois il esquiva, se jetant en avant et me claquant son poing dans l'estomac. La force du coup me projeta en arrière, me coupant le souffle. Chaque inspiration était comme un couteau tordu dans ma poitrine. Je réalisai avec une clarté écœurante qu'il m'avait cassé au moins une côte.
Bobby se remit à quatre pattes, gémissant à travers son nez cassé. Ses grognements me rappelaient le sanglier que j'avais chassé une fois avec Richard Carter au début de mon mariage. Il n'y avait rien d'humain dans ses yeux maintenant, juste une rage animale pure, et pour la première fois, j'eus peur. Il ne voulait pas seulement me faire du mal, il avait perdu tout sens de contrôle et je savais qu'il me tuerait s'il le pouvait. Je ne pouvais pas le laisser me renverser à nouveau, s'il m'immobilisait, il me battrait à mort avec son poids et sa force supérieure. Alors qu'il se jetait sur moi, j'ai balancé mon corps pour m'écarter et il est tombé en avant, atterrissant à quatre pattes de nouveau. Son bras gauche le soutenait tandis que son droit s'étendait pour l'équilibre. Je n'ai pas réfléchi, j'ai juste réagi. Attrapant son bras tendu, je l'ai tendu et j'ai claqué mon poids sur son dos, bloquant son bras sous moi. Mes genoux s'enfoncèrent dans son avant-bras et son coude alors que je m'appuyais sur lui de tout mon poids. Il y eut un claquement écœurant et Bobby hurla, un son si brut et primal qu'il me fit frissonner. Il se débattit sous moi, roulant d'avant en arrière, essayant de me secouer, mais je me suis accroché comme un terrier refusant de lâcher sa proie. Ses cris se transformèrent en halètements. Et des cris étouffés, mais je n'ai pas arrêté. J'ai de nouveau tiré son bras, forçant un autre craquement sonore. Finalement, il s'est roulé sur le dos, mais avant qu'il ne puisse me repousser, j'ai enfoncé mon genou dans son coude et l'ai immobilisé. Il a halté, le souffle coupé, alors que la douleur le submergeait. J'ai levé le poing, mais j'ai hésité. Au lieu de cela, j'ai mis tout mon poids sur son bras cassé. Il a gémi sous moi, ses cris se transformant en des plaintes rauques et gutturales. Finalement, j'ai lâché prise et je suis tombé en arrière, cherchant mon souffle. Bobby s'est recroquevillé en position fétale, serrant son bras blessé. Il se balançait d'avant en arrière sur l'herbe, suffoquant et pleurant. J'aurais dû me sentir plus mal de ce que je lui avais fait, mais c'était l'homme qui avait volé ma femme, qui avait probablement ruiné mon mariage, m'avait coûté mes 2 fils et détruit la vie que j'avais bâtie. Il était difficile de ressentir de la sympathie alors qu'il gémissait dans le noir. Alors que j'étais assis là à reprendre mon souffle, j'ai réalisé que je pouvais encore entendre de faibles airs de rock sudiste au loin. La fête continuait, inconsciente du chaos qui venait de se dérouler. Il n'y avait pas de cris, pas de bruit de quelqu'un venant enquêter, personne n'avait rien entendu. Je me suis de nouveau tourné vers Bobby et j'ai saisi son bras blessé, non, j'ai saisi son bras droit alors qu'il essayait de me frapper, le secouant plusieurs fois jusqu'à ce qu'il grogne de douleur, ce qui mit fin à sa résistance. Tu m'as déjà cassé le bras, siffla-t-il entre ses dents serrées, et tu t'en fiches complètement, n'est-ce pas? Il gémit de nouveau, la colère et le désespoir clairs dans sa voix. J'ai besoin d'aide, putain. J'ai besoin d'aller à l'hôpital. Dans un moment, Bobby, ai-je répondu froidement, mais d'abord, nous avons d'autres choses à faire. Je l'ai frappé plusieurs fois avec mon coude déjà enflé, chaque coup le faisant gémir plus fort. Après le deuxième coup, ses protestations cessèrent entièrement. J'ai attrapé sa main droite, l'ai éloigné de son corps et l'ai immobilisé. Il n'avait plus la force de résister. Prenant son petit doigt dans ma main droite, je l'ai pressé avec ma gauche pour l'immobiliser. Je vais te poser des questions, Bobby, ai-je dit, ma voix calme mais menaçante, et tu vas me dire la vérité. Il m'a dévisagé, défiant. Va te faire foutre. Sans hésitation, j'ai attrapé son petit doigt et l'ai plié brusquement en arrière jusqu'à ce que j'entende l'articulation craquer. Ses yeux s'écarquillèrent tandis que le doigt pendait inerte au bout de sa main. Il ouvrit la bouche pour crier, mais avant qu'il ne puisse le faire, je lui ai donné un coup de poing aussi fort que possible dans le plexus solaire. Le coup lui coupa le souffle et elle toussa violemment, cherchant son souffle. Il gémit, son corps tremblant sur l'herbe. J'ai attendu jusqu'à ce que je pense qu'il pouvait de nouveau m'entendre. Chaque fois que tu mentiras, ai-je dit, me penchant plus près, ou chaque fois que je n'aimerai pas ta réponse, je te briserai un autre doigt. Et quand je n'aurai plus de doigts, je passerai à tes orteils. Et après ça, je trouverai d'autres os à travailler. Tu me comprends? Ses yeux se remplirent de peur et il hocha finalement la tête, sa voix à peine un murmure. Tu es fou, Lyle. D'accord, je te dirai tout ce que tu veux, mais le jour viendra où j'aurai de nouveau le dessus. Et quand ça arrivera, je te jure que tu disparaîtras. Ton corps finira dans un marais et personne ne saura jamais ce qui t'est arrivé. Peut-être, ai-je dit sans ciller, mais pour l'instant, je veux savoir quelque chose. Depuis combien de temps couches-tu avec Diana? Il fut silencieux un instant, sa mâchoire serrée. Cette fois-ci, demanda-t-il finalement, la voix amère, ou avant?
J'ai resserré ma prise sur sa main, le faisant gémir. Je sais déjà que tu as couché avec elle avant que nous ne nous rencontrions, ai-je dit entre des dents serrées. Je parle de depuis que nous sommes mariés. Un sourire malicieux passa sur son visage, mais il disparut aussi vite. À en juger par le changement de ton, je pouvais dire qu'il disait la vérité. Depuis des années, a-t-il admis. 4 ans, ai-je répété, ma voix froide. Comment est-ce arrivé? À quelle fréquence? Un air suffisant, presque nostalgique, passa sur son visage, mais il redevint rapidement sérieux. Je la poursuivais depuis le jour où tu l'as épousée, commença-t-il. J'ai tout essayé. Je me montrais à son travail, traînais autour de sa maison, essayais de la faire rire, mais elle ne voulait pas te tromper. Ça me rendait fou. Il soupira lourdement, marquant une pause pour reprendre son souffle. Puis un jour, il y a peut-être 4 ans et demi, elle est venue me voir alors que je sortais d'un 7-Eleven. Pas de sourire, pas de flirt, rien de tout ça. Elle a juste demandé si je voulais prendre un café. Nous n'avons rien fait ce jour-là, ni pendant les 6 mois suivants, mais elle est venue me voir en premier, Lyle. Elle a fait le premier pas. Et puis un jour, nous nous sommes retrouvés chez moi. Elle était folle de moi, agissait comme une fille facile, faisait tout ce qu'une femme peut faire à un homme. Elle a clairement fait savoir qu'elle me voulait. Dieu, c'était incroyable. Il toussa de nouveau, du sang s'écoulant de sa bouche. Un fragment blanc, probablement un morceau de dent, atterrit dans l'herbe. Il cracha et continua, sa voix plus faible mais régulière. Je pensais qu'elle te quitterait le lendemain, dit-il. Alors je suis allé chez toi pour la voir. Mais quand j'ai essayé de lui saisir le sein, elle m'a frappé, m'a hurlé dessus, a dit qu'elle appellerait la police et me ferait arrêter pour viol. Je voulais la tuer. J'étais tellement en colère. C'était une menteuse, une putain de tricheuse, et je suis parti. Je ne l'ai plus revue pendant 3 mois. Il cracha de nouveau, puis baissa la tête sur l'herbe. J'ai essayé de rester loin d'elle après ça. Je n'avais jamais été aussi en colère de ma vie. Mais un jour, elle est venue chez moi. N'a pas dit un mot, a juste marché, est allée directement dans la chambre et n'est pas partie pendant 48 heures. Elle m'a dit que tu avais emmené les garçons chez ta mère dans le Massachusetts et que vous y restiez une semaine. Nous étions ensemble pendant 5 jours d'affilée, Lyle, 5 jours. Elle était sauvage avec moi, comme tu n'aurais jamais cru. Il secoua la tête et me fit un sourire tordu, un sourire enfantin sur son visage tuméfié. Je pensais que je l'avais de nouveau, mais dès que tu es rentré, elle m'a fermé la porte. Elle ne voulait plus me voir. Je me montrais chez vous pendant que tu étais là, et elle était amicale, certes, mais c'était tout. Pas de contact, rien. Il essaya de bouger sa main, mais j'appuyais légèrement, le faisant gémir. C'est comme ça depuis les 4 dernières années, dit-il, sa voix s'adoucissant. Tous les 3 ou 4 mois, elle se montre. Nous passons un jour ou 2 au lit, à s'épuiser jusqu'à ce que nous soyons tous les 2 lessivés, puis elle retourne à toi et c'est comme si rien ne s'était passé. Je le regardais fixement, mon esprit en ébullition alors que j'essayais de digérer tout ce qu'il venait de me dire. Ce n'était pas juste une aventure d'un soir. Pendant des années, elle m'avait poignardé dans le dos, profitant de la vie avec moi, l'homme qui n'avait pas d'huile sous les ongles et qui lui donnait une vie confortable et agréable, et le seul prix qu'elle payait était de supporter son mari ennuyeux. Bobby a de nouveau crié et s'est débattu sous ma prise, mais je l'ai maintenu fermement jusqu'à ce que ses contorsions cessent. Désolé pour ça, dis-je froidement. Je ne voulais pas le casser. J'ai juste oublié un instant. La voix de Bobby était un grognement bas et guttural. Je te tuerai lentement. Je ne voulais pas continuer. C'était comme arracher une croûte pour exposer la plaie vive et douloureuse en dessous, mais je devais le faire. J'ai attrapé son 3e doigt. Il a tenté de s'agiter faiblement, comme s'il pouvait m'arrêter, mais il s'est ensuite figé, réalisant que je pouvais continuer à le blesser et qu'il ne pourrait pas m'arrêter. Alors elle est restée avec moi à cause de l'argent, dis-je amèrement. Sinon, elle m'aurait quitté pour ta soi-disant grande dignité, n'est-ce pas? Il gémit sous son souffle, mais me surprit ensuite par un rire, un son creux et amer. Tu es un idiot, cracha-t-il. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Je le regardais fixement, ma colère montant en flèche. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Elle n'avait pas besoin de ton argent, espèce d'abruti. Je conduis une BMW, Lyle, et je gagne presque autant que toi. Merde,
elle m'a même dit une fois au lit que Richard et Ricky avaient déjà tout arrangé pour qu'elle hérite d'une fortune dans quelques années. Elle pourra t'acheter et te revendre sans ciller. J'ai serré les dents, mes mains se crispant. Alors pourquoi reste-t-elle avec moi, dans ce cas? Parce qu'elle t'aime, dit-il comme si les mots étaient une évidence, espèce d'imbécile. Je le regardais incrédule. Elle m'aime et pourtant elle couche avec toi. Bobby laissa échapper un rire amer, le son râlant dans sa gorge. Jésus-Christ, tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Elle reçoit de moi quelque chose qu'elle n'aura jamais de toi. Elle m'a dit un jour qu'elle pouvait s'endormir quand tu lui fais l'amour. C'est à quel point tu es excitant, Lyle. Elle essaie d'être fidèle, elle le fait vraiment, mais tôt ou tard, elle devient si excitée, si frustrée, qu'elle doit venir me voir et je la fais crier. Je la taquinais à ce sujet quand nous sortions ensemble, je l'appelais grande gueule. C'était la femme la plus sauvage que j'ai jamais connue, et toi, tu l'endors. Il leva les yeux vers moi, son visage enflé tordu de douleur et de mépris. Pour la première fois de ma vie, j'ai été tenté de tuer un homme. J'aurais pu le faire, là, sur le champ. Au lieu de cela, j'ai attrapé un autre de ses doigts et l'ai cassé. Bobby a crié, mais j'ai étouffé le son en pressant mon avant-bras sur sa gorge. Quand ses cris se sont transformés en faibles gémissements, je l'ai relâché et me suis levé, ouvrant ma braguette. J'ai tendu la main vers lui, le saisissant sous la ceinture et serrant fort. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage se déformant de peur. « S'il te plaît, gémit-il. »« S'il te plaît quoi ?» ai-je demandé froidement, serrant plus fort. Son corps se convulsa légèrement et sa voix tremblait. « S'il te plaît, Lyle, ne fais pas ça. »« C'est drôle, » ai-je dit, ma voix basse et glaciale. Je ne suis peut-être pas capable de lui faire plaisir comme toi, mais je peux sacrément m'assurer que tu ne lui feras plus jamais plaisir, ni à aucune autre femme. Une bonne pression, ou peut-être que j'utiliserai le couteau de poche que j'ai là, dans mon pantalon. Tu te souviens de ce type dont la femme a coupé le sexe il y a des années? Ils l'ont recousu et il a fini dans des films pour adultes. Mais toi, je pense que je jetterai le tien dans le lac. Peut-être qu'un achigan ou une tortue l'avalera. J'apprécierais ça. Pour la première fois, j'ai vu une vraie terreur dans ses yeux. La confiance suffisante de Bobby, ses rires cruels, tout cela avait disparu. Il croyait enfin que j'en étais capable, que je le ferais réellement. Et soudain, j'ai eu mal au cœur. Qu'est-ce que je faisais? J'ai pensé à ce que j'étais sur le point de faire, estropier un homme, le mutiler parce que je ne pouvais pas satisfaire ma femme. Bobby ne m'avait pas trahi. C'était elle. Je l'ai lâché et il a immédiatement essayé de rouler, serrant sa main blessée et se recroquevillant pour protéger ses parties intimes. Je me tenais au-dessus de lui, dégoûté de lui, d'elle et de moi-même. Sa main mutilée tomba mollement au sol alors que je me redressais, me retournant pour partir. J'ai entendu sa voix brisée derrière moi. « Tu penses que je suis le méchant, n'est-ce pas? » Je me suis arrêté mais ne me suis pas retourné. « Je suis l'idiot qui a volé ta femme et ruiné ton petit mariage parfait, » a-t-il continué, sa voix râlante de douleur. « Mais tu sais quoi? Tu as tout ruiné pour moi. » Je me suis légèrement tourné, le regardant. Son visage était tordu, pas seulement de douleur, mais de quelque chose de plus profond. « Elle allait m'épouser, tu sais, dit-il, sa voix tremblante. Elle allait être à moi. Ces deux garçons à toi, ils auraient dû être à moi. Elle m'aimait, ou elle m'aurait aimé. Nous étions ensemble depuis l'école primaire, Lyle. Elle était à moi. Nous étions de la dynamite au lit, tu sais ça. Nous étions. Est-ce le même genre de personne, nous aurions été heureux ensemble. Et puis tu es arrivé, toi, avec ta grande gueule et ton air de beau gosse, parlant de choses qu'elle n'avait jamais vues ou imaginées auparavant. Tu l'as piégée en lui faisant croire que tu étais fait pour elle. Je le regardais fixement, ma colère se refroidissant en quelque chose de plus froid, plus détaché. Espèce d'abruti, ai-je dit finalement. Je suis la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Tu n'as juste pas pu digérer le fait que je te l'ai enlevé. Oui, râla-t-il. Peut-être que tu as raison, petit malin. Bobby ricana. Et regarde à quel point ça la rend heureuse, elle et tous les autres. Elle a essayé de t'aimer, a essayé de vivre sans la passion dont elle avait besoin, et est restée dans un mariage qui la tue. J'ai perdu la femme que j'aimais, la femme que j'aurais dû avoir. J'ai dû me cacher, voler des moments avec elle, la regarder rentrer chez toi après nos nuits ensemble.
Et toi, pauvre homme, tu seras toujours le second meilleur. Chaque fois que tu coucheras avec elle pour le reste de ta vie, tu sauras qu'elle rêve de moi. Je ne pense pas que je pourrais supporter ça, mais un faible comme toi, tu pourrais même aimer ça. Les mots de Bobby restèrent en suspens dans l'air, venimeux et cruels. Il me regarda, son visage tuméfié, essayant de réprimer un sourire narquois même si la douleur le tordait. Je restais silencieux, ma poitrine se soulevant, le fixant. Peut-être m'avait-il tout dit parce qu'il pensait que ça me ferait plus de mal. Peut-être pensait-il que ça me détruirait. Ou peut-être était-ce parce que, comme je l'avais appris ce soir, les gens mentent rarement quand on leur a cassé les doigts. Diana se tenait à proximité, des larmes coulant sur son visage, tachant ses joues. Pendant des années, ai-je dit, ma voix basse et creuse. Pendant des années, il t'a fait crier. Ma voix se brisa. Était-il vraiment tellement plus grand que moi? Des larmes roulèrent sur les taches de son visage tandis qu'elle baissait les yeux, honteuse. Elle murmura doucement, « Oh, mon Dieu !» Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais ou voyais. Une partie de moi la haïssait de toutes les fibres de mon être, mais la majeure partie de moi l'aimait encore. « Non, bébé, dit-elle finalement, secouant la tête. Peut-être un peu, mais ce n'est pas le problème. C'est difficile à expliquer. C'est comme ça depuis la toute première fois que nous avons été ensemble. Aucun autre homme n'a jamais eu cet effet sur moi. C'est comme... » Elle hésita, cherchant ses mots. C'est comme être électrocuté. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est le plus proche que je puisse trouver pour l'expliquer. Je la regardai, incapable de parler. Elle continua, sa voix tremblante. Je pensais que peut-être si je te disais à quel point tu m'ennuyais parfois ou à quel point ce n'était pas pareil avec toi qu'avec lui, peut-être aurions-nous pu essayer autre chose. Des jouets, des pilules, n'importe quoi. Mais comment aurais-je pu te dire, à toi l'homme que j'aimais, qu'un autre homme rendait les nuits avec lui géniales, alors qu'avec toi, elles n'étaient que bonnes? Sa voix se brisa. Je savais que tu ne pourrais pas le supporter. Aucun égo humain ne le pourrait. J'ai avalé difficilement, ma voix enrouée. Quand j'ai finalement parlé, alors pourquoi ne m'as-tu pas quitté, Diana? S'il était si merveilleux, pourquoi ne m'as-tu pas quitté pour elle lui? Les larmes coulaient plus fort maintenant alors qu'elle répondait, parce qu'il n'était pas, les nuits avec lui étaient merveilleuses, mais je t'aime. Pendant un instant, je ne pus bouger. Puis lentement, j'ai tendu la main et j'ai touché sa joue, essuyant une de ses larmes. Je sais que tu n'es pas amoureuse de moi, ai-je dit doucement, mais je crois que tu m'aimes et que tu aimes notre mariage. Je m'arrêtai net, laissant le reste en suspens, et passai devant elle. J'ai commencé à porter mes bagages et mon ordinateur portable jusqu'à notre Saturne familial. Je lui laisserai la Ford Escort pour elle et les enfants. Il a fallu 3 voyages pour tout charger dans la voiture, mais finalement, j'ai terminé et je suis retourné à la maison. Elle n'avait pas bougé de l'endroit où je l'avais laissée. Ses bras étaient légèrement tendus comme si elle voulait me saisir mais ne pouvait s'y résoudre. Il pendait là, suspendu dans l'air. « Je ne veux pas ça, murmura-t-elle. Bébé, je ne sais pas comment faire ça, mais il doit y avoir un moyen de réparer ça. J'ai secoué la tête lentement. En fait, non. Je me suis penché et je l'ai embrassé. Ses lèvres étaient salées de larmes. Notre mariage est brisé, ai-je dit doucement. Je veux voir les garçons. Je veux rester dans leur vie, mais nous, c'est fini. C'est parti. Parce que tu me hais, dit-elle doucement, sa voix tremblante. J'ai plongé. Mon regard dans ses yeux brillants et rempli de larmes. Non, je t'aime. C'est pourquoi c'est si difficile. Mais on ne peut pas insuffler de la vie à un cadavre. Elle tendit de nouveau la main vers moi, le désespoir dans la voix. Nous pourrions aller voir un psychologue, un thérapeute conjugal, n'importe quoi. Nous n'irons pas, ai-je dit doucement. Parce qu'au fond, tu ne veux plus être ma femme. Je ne pense pas que tu crois que nous puissions réparer ça. Comment peux-tu dire ça, cria-t-elle. Tu te souviens de ce que j'ai dit plus tôt? Que le silence est éloquent, que parfois le silence parle plus fort que les mots. Elle me regarda, confuse, et je continuai. Je sais que tu ne veux pas vraiment sauver notre mariage parce que depuis que je t'ai dit que je partais, tu n'as jamais dit les 2 choses qui m'auraient montré que tu me voulais encore. Elles auraient été les premiers mots que je t'aurais dit si les rôles avaient été inversés. Mais elles ne sont jamais sorties de tes lèvres. Elle me regarda fixement,
la question claire dans ses yeux. Tu n'as jamais dit, ne pars pas. Tu n'as jamais dit, s'il te plaît, ne pars pas. Quand elle a finalement compris, elle est tombée à genoux et a couvert son visage de ses mains. Elle sanglotait, son corps tremblant. Elle pleurait encore quand j'ai passé la porte.